Ça marche. Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous, mes abonnés Patreon. En fait, j'ai fait mon live hier soir et je voulais commencer par répondre à vos questions. Et oui, vous êtes prioritaires et tout. Et en fait, je trouve, à cause de mon ordinateur pété, j'arrivais pas à accéder à mon Patreon. Et chose réparée, chose faite. Donc, je vais répondre à vos questions maintenant, rien que pour vous. Alors, première question. Source blog de Pierre Jovanovic, très bon blog. Gordon Brown demande un gouvernement mondial depuis 2009. Euh, il faut utiliser, en gros, il disait, il faut utiliser une pandémie serait géniale pour nous forcer à prendre un nouvel ordre mondial. Et Attali disait la même chose. D'ailleurs, il y a une question qui est liée. Le rapport de la CIA de 2005 avec, je crois, une préface d'Alexandre Adler euh, disait la même chose. En fait, ce n'est ni du complot ni de la clairvoyance, c'est du bon sens. Enfin, du bon sens pour des gens qui ont des ambitions que je considère mauvaises, mais d'essayer de babéliser, de faire ce gouvernement mondial. Mais vous savez, les pandémies sont avec nous. Pour tous ceux qui ont lu mon bouquin NRBC, tiens, j'ai reçu la version papier anglaise CBRN. Voilà, on a enlevé la notion coronavirus qui était un peu putassière. Mais enfin voilà. Et donc, depuis la nuit des temps, il y a des épidémies. Et donc, il est logique qu'il y en ait d'autres. Et il y en aura toujours, et toujours, et toujours. Et aujourd'hui, avec les connexions, etc., il ne faut pas être fut-fut pour se rendre compte que le jour où il y a une épidémie comme celle qu'on vit maintenant, eh bien, elle se propagera très très vite. Comme se propage de plus en plus vite. On avait eu la grippe, ce qu'on appelait la grippe mexicaine. Moi, je l'avais chopée. Putain, c'était une des dernières fois que j'étais malade de ma vie d'ailleurs. Et en fait, ça arrive. Donc, il est logique que quand tu as un objectif de gouvernement mondial et que tu sais que, parce que c'est logique, qu'il va y avoir des pandémies, bah, tu te dis, lorsqu'il y aura une pandémie, c'est l'occasion de forcer des programmes globaux parce que, selon leur point de vue, on va prendre ça au mieux. Dans le meilleur des cas, ils pensent que les problèmes globaux, comme une pandémie, ne peuvent être gérés que de manière globale et donc il faut des gouvernements mondiaux. Alors quand on voit déjà comment les gouvernements nationaux marchent pas, si en plus les gouvernements supranationaux comme l'Union européenne ou encore plus haut les Nations Unies sont des gouffres financiers, des trucs, des machins remplis d'incompétents et de corrompus, ah, putain, un gouvernement mondial, ça va être le truc rempli de corrompus et d'incompétents. Sauf que si tu fais partie si tu fais partie même un petit poisson dans un très grand étang, il a plus à bouffer, il va plus se gaver, et puis ça leur permet de mettre en place ce rêve de socialisme global où ils vont pouvoir mettre le monde entier dans la pauvreté socialiste, quoi, et donc taxer tout le monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et cette petite élite, cette petite caste, eh bien, elle va s'en mettre plein la panse pendant la fin. Alors c'est une vision aussi qui est très millénariste, mystique. Hein. Faut pas croire que c'est juste des gens ambitieux. Il y a aussi des gens qui voient ça d'un point de vue religieux. Mais c'est pas le cas de Gordon Brown, je crois. Alors, je l'avais lu, hein, ce rapport de la CIA préfacé par Alexandre Adler. Moi, il m'avait pas impressionné, mais il y avait deux, trois petits trucs sympas. En tout cas, c'était intéressant. Il y en a eu un autre plus récent hein, depuis, je crois. Euh, mais il prévoyait un déclin des États-Unis. Donc c'était très intéressant de voir déjà. Alors, et je vois que vous avez mis le lien pour le télécharger. Alors, question suivante. Euh, voilà, c'était Le Monde en 2035. Que pensez-vous de la gestion de la crise par les Occidentaux au regard de la gestion de la crise par les Chinois, Coréens, Japonais? Il y a beaucoup de choses à dire, et c'est une très bonne question. Je dirais d'abord que les Chinois, les Coréens, les Japonais sont des sociétés homogènes, ce qui n'est plus le cas de l'Occident. Et dans une société homogène, tu comprends beaucoup plus facilement le bien commun, le sens du bien commun, puisque les gens autour de toi, ils sont comme toi. Ils partagent la même culture,
ils te ressemblent un petit peu. Euh, c'est plus facile d'avoir une affinité avec des gens qui sont comme toi que des gens différents. C'est pas toujours vrai, parce qu'il y a aussi des affinités de classe sociale. Moi, je l'avoue, hein, c'est vrai que lorsque je rencontre quelqu'un de mon niveau intellectuel et de ma classe sociale venant d'autres horizons, je me sens très rapidement euh, en phase avec lui ou elle. Mais il n'y aura pas, et je l'aiderai volontiers, parce que on a tout de suite les atomes crochus, on a fait les mêmes voyages, on a fait les mêmes, on a visité les, voilà. Plus que de ce point de vue-là, il y aura plus d'atomes crochus qu'avec quelqu'un comme moi, européen, etc., plus, on va dire, d'une classe sociale plus modeste. Mais, en cas de crise, pour moi, il est clair que la solidarité, elle va aller d'abord euh, aux gens de mon ethnie, quoi. C'est comme ça, européens, particulièrement suisses, particulièrement italiens du Nord. Et, euh, et donc, c'était très intéressant de voir que la Chine, mais surtout la Corée et le Japon, qui sont très homogènes, ils ont une discipline, ils ont développé une culture d'une grande discipline et qui se voit lors de ces crises où, en fait, voilà, quand on demande. Alors, les Chinois sont un petit peu moins disciplinés et plus bordéliques, hein, que les Coréens ou les Japonais. C'est aussi moins homogène, c'est vrai. Mais euh, 5000 ans de doctrine d'impériale, de présence impériale, plus enfin, de gouvernement centralisé et impérial, plus presque ouais, 80 ans 70 ans plutôt de communisme, eh bien, 72 ans de communisme, 72 ans de communisme font que quand même ça obéit aux ordres, hein, ça, parce que l'alternative c'est la tête coupée ou le goulag, donc ça déconne pas quoi. Donc ça c'est une première chose, il y a de l'homogénéité, de la discipline. Ensuite, il y a les méthodes. C'est que je pense que les gouvernements, je connais pas très bien la Chine, mais en tout cas, de ce que je peux voir, parce que c'est plus ouvert et plus transparent et on a plus d'informations, et à moins d'être sinologue, ce que je ne suis pas, c'est que le Japon et la Corée du Sud, eh bien, mettent des gens visiblement compétents aux commandes ou qui ont des conseillers compétents et surtout, ils agissent. Quand on voit la rapidité avec laquelle la Corée et dans une certaine manière le Japon mais moins le Japon, franchement moins que la Corée du Sud. La Corée du Sud a mis en place des systèmes de technologie capables d'identifier euh, quelles ont été les premières personnes qui ont été contagieuses, de remonter tout leur trajet, tout leur parcours dans les jours précédents et ainsi déterminer tous les gens avec qui ils ont été en contact. Et ces gens-là, eh bien, ont été testés, surveillés, et donc ils ont pu créer en fait une sorte de cordon sanitaire autour des potentiels contaminés. Et au fur et à mesure du temps, ils voient qui était contaminé, qui ne l'était pas, et donc ils ont pu contenir de manière très forte, malgré une contamination au sein d'une église. Il y a beaucoup d'églises en Corée du Sud. Et donc, ils ont très bien réussi à contenir l'épidémie, en sachant que tôt ou tard, de toute façon, elle se propagerait. Mais en attendant, en la contenant, eh bien, ils évitent cette panique et ce pic ils ont fermé les frontières avec la Chine, ils ont fait plein de mesures. Et donc, ils ont très bien géré. Mais voilà la différence entre des pays où, d'abord, qui sont homogènes, où il y a un sens du bien commun. Vous savez, la Corée du Sud, c'était une monstre dictature, hein, c'était un truc national-socialiste, un truc nazi, quoi. Mais très nationaliste, surtout. Et, et plutôt de droite que de gauche. Donc en fait, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait nazi. C'était un peu c'était un peu une dictature de droite, en fait, maintenant que j'y pense. Bien qu'il y avait des éléments de, d'économie planifiée, dirigiste, et ouais, non, en fait, c'est national-socialiste. Mais chez eux, ça a marché, quoi. Peut-être que ça ne marche pas en Europe, mais ça marche chez eux, voilà. Et donc, Corée du Sud, ils ont, euh, ils ont réussi à mettre en place tout ce qu'il faut. Et ils ont des gens compétents au gouvernement, des gens qui sont tenus. Là, il y a une justice, il y a un système qui fonctionne, ils sont surveillés, enfin, les gens aux commandes doivent être performants. Il y a sûrement de la corruption aussi, hein.
Mais le Japon, c'est clairement le cas. Il y a une corruption très subtile au Japon, mais très grande les structures politiques. Mais il y a un sens du bien commun et un sens de la nation qui fait que, voilà, on met pas des gens naturalisés depuis 2 ans au poste de ministre, on met pas des gens d'origine étrangère au service de l'État. Non, ça marche pas. En Corée, il y a que des Coréens, au Japon, il y a que des Japonais. Il n'y a pas des Polonais, des Africains. Non, c'est pas comme en France. Mais la France, c'est un pays en voie terminale, et l'Occident en général, c'est un corps mourant qui va se régénérer une fois qu'il sera mort, bien sûr. Mais, euh, mais on ne peut pas sauver un truc qui meurt. C'est trop tard. Et donc, il y a eu vraiment des grosses différences de gestion de la crise. Les Chinois, le problème, c'est qu'on ne sait pas encore vraiment tout. Plus on avance, plus on se rend compte qu'ils nous ont caché énormément de choses et que en fait ils nous ont raconté, ils nous ont banané quoi. Et donc en nous bananant, on ne sait pas très bien si ce qu'ils nous ont dit nous a aidés ou nous a fait du mal. Euh, on verra. Alors, quelle serait ah ben, en fait, il n'y en avait pas beaucoup de questions. Quelle serait selon vous la meilleure région de France pour mettre en place sa BAD? Alors c'est une question à laquelle on répond un petit peu, je réponds dans Survivre à l'effondrement économique. Il y a clairement des mauvais endroits et il y a clairement des bons endroits. Mais parler de région, bon, c'est un peu vaste, quoi. Par exemple, la Normandie, c'est une super région, mais est-ce que tu veux être à Cherbourg et à Caen? Je sais pas. Euh, le Nord, c'est une bonne région, mais tu veux pas être à Lille et à Roubaix. Donc, voilà, excluons les grandes villes, excluons les villes. Ensuite, il y a des régions, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut que ce soit euh, il y ait de l'agriculture, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de réseau de vie autour, que tu puisses travailler, que ce soit possible. Donc, en fait, ce que j'explique, et j'explique aussi quand je fais du conseil, c'est que je fais avec les clients les critères qui sont indispensables, plus les critères qui sont importants pour lui. Et on essaie de les pondérer et de dire, voilà, si lorsqu'on hésite, je donne les pour et le contre des différents endroits, etc. Il y a beaucoup de belles régions en France. Après, le problème, c'est que ça reste la France, avec un État qui est de plus en plus dictatorial et confiscatoire au niveau de sa taxation et de ses impôts, qui a clairement une préférence étrangère par rapport à sa propre population. Le français, surtout si c'est un homme blanc, c'est un citoyen de troisième zone qui n'est bon qu'à être corvéable à merci et taxable à merci, à moins qu'il se mette en dreadlock et qu'il considère que avec son chien, voilà, il fera une vie de clochard. Mais à part ça, vous allez être taxé à mort. Et tout ça pour faire vivre d'autres catégories de personnes. Et les catégories que l'État affectionne le plus, à part évidemment la caste dominante, ce sont les parasites. Alors, parfois les gens ne me comprennent pas, mais les parasites, il y en a de plusieurs sortes. Il y a tout ce qui fonctionne, tout ce qui est fonctionnaire. Alors, non, les infirmiers, les policiers, ils ont un métier utile, mais ils font partie d'une organisation parasitaire par définition, puisque c'est pas eux qui génèrent leurs revenus, leur salaire, c'est les autres, c'est la taxation obligatoire, c'est du vol. On vole l'argent aux gens pour payer tout un apparat, et en fait, les gens qui bossent vraiment, ils sont peu payés par rapport à l'administration qui est grassement payée et qui, elle, en gros, non seulement ne fout rien, mais elle est nuisible. Elle a une valeur ajoutée négative. Et puis, il y a les parasites qui profitent du système, et là aussi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parmi les populations d'origine, enfin des populations qui ne sont pas françaises, quoi, ni d'origine, ni de tout ce qu'on veut, eh bien, il y a une majorité qui travaille, bien sûr, et qui travaille dur, et qui se lève tôt le matin, etc. Ce qui, pour moi, ne leur donne pas du tout. Enfin, moi, je prends l'exemple de la Suisse, je vais parler de mon pays. C'est pas parce que tu te réveilles à 6 heures du matin et que tu bosses comme un malade que tu as le droit d'être. C'est pas ça la condition pour être suisse. La condition d'être suisse, pour moi, c'est que la majorité de tes ancêtres soient suisses, ce qui fait de moi pas un Suisse, au sein de ma propre définition. Mais voilà. Donc le jour où cette définition s'applique, ben, il faudra que je rende mon passeport, c'est comme ça. Mais je pense que ce serait comme ça que ça doit être. Alors après, mes enfants, ça, c'est différent. Mais voilà. Alors, il y a plein de bonnes régions. Il y a des régions rurales extraordinaires, mais ensuite, une région n'est rien si tu n'as pas le bon endroit.
Si tu ne trouves pas le coin où tu te sens bien, où il y a des gens valables avec qui tu peux créer des liens, où tu peux mettre en place bah, les 7 piliers de la survie, l'eau, la nourriture, tout ça. Et donc, tout ça, ça se met en place, tout ça, ça se recherche, c'est pas facile. Et puis ensuite, il faut s'adapter à tes besoins, aux besoins de tes revenus, enfin, par rapport à tes revenus, par rapport à ton style de vie, par rapport à ce que tu veux avoir comme luxe ou pas. La distance carrossable en voiture, à vélo, à pied, d'endroits où il faut absolument aller de temps en temps, etc., etc. Tout ça, ça se travaille. C'est un gros, gros boulot. C'est pas quelque chose auquel on peut répondre en 2 minutes. C'est assez complexe. Et surtout, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur parce que ça va être déterminant pour le reste de ta vie. Tu vas pas pouvoir changer d'endroit pour établir ta BAD tous les 3 ans. C'est pas facile. Quels sont selon vous les métiers les plus résilients et adaptés à la mentalité survivaliste? Eh bien ça c'est simple. On y a répondu in extenso dans ce livre rare qui va ressortir bientôt, Rue Barbare. Et il me semble que dans le chapitre 5, dans la connaissance, nous notons les métiers liés à la production, la pêche, l'agriculture, le maraîchage, le jardinage, le bûcheronnage, la chasse, la cueillette, la production, machin, d'alcool, de drogue, l'élevage, le dressage, la tonte, l'abattage d'animaux, l'apiculture, la boucherie, la charcuterie. Il y a une longue liste, les métiers liés à la préparation des céréales, les métiers liés à la fabrication de vêtements, bâtiments, construction, liés à la santé, euh, médecin en réel, opticien, chirurgien, dentiste, infirmier, secouriste, aide-soignant. Il y en a plein de métiers super intéressants. Sage-femme, herboriste, vétérinaire, les métiers liés à la sécurité, etc. Ensuite, il y en a pour 4 pages, quoi. Artisan, forgeron, sellier, vannier, cordier, tisserand, métallurgiste, réparation des panneaux solaires, éolienne, batterie, turbine, métier qui demande connaissance à l'accès à des lieux sûrs, métier qui requiert un savoir-faire dans l'accès, dans l'exploitation à l'eau, les métiers liés au recyclage des matériaux divers. Nanana. Là, je saute, hein, mais il y en a 4 pages. Et c'est vrai que ces connaissances, ces compétences absolument pérennes, c'est les métiers immortels. Ce sont des métiers qui existeront toujours, sous différentes formes, évidemment, avec différents matériaux. Par exemple, la plomberie n'a pas toujours été comme celle que l'on fait aujourd'hui. Mais enfin, ça reste l'idée de faire traverser des liquides, un fluide, l'eau en général, et d'évacuer de l'eau mélangée avec d'autres trucs. Voilà, il y a un truc qui rentre, il y a un truc qui sort. C'est le même métier, sauf que les tuyaux maintenant sont en plastique. Avant, ils étaient en plomb, en fer. Aujourd'hui, c'est du PVC, c'est des matériaux qui tiennent, etc., mais qui sont un petit peu plus fragiles. Bref, les joints sont différents, etc. Il y a plein de métiers super valables et qui feront que vous ne serez jamais au chômage et que quoi qu'il arrive, vous pourrez monnayer vos compétences. Moi, le jour où c'est la merde, j'ai plus d'argent et que c'est le bordel, le seul métier que je peux encore faire, c'est mercenaire. C'est de prendre mon fusil parce que je sais l'utiliser et d'aller me vendre comme garde de sécurité, machin, quoi. Parce que mes autres compétences sont intellectuelles et dans un monde effondré, ben, on n'a pas tellement besoin d'un mec comme moi. Donc, heureusement, j'ai développé d'autres compétences, soit pour l'autonomie à moi, mais si je dois absolument travailler pour quelqu'un d'autre, je vais monnayer ma force de frappe, quoi. C'est tout. En fait, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de questions. Mais en fait, il y avait beaucoup de discussions sur le bouquin de la CIA, là, en fait. Ah non, non, ah non, j'en ai loupé. Ah bah non, heureusement. Alors, ah oui, il y en avait beaucoup plus. Ah, merde, tant mieux. Alors, première question, pourquoi le survivalisme? C'était une blague, elle était marrante. Euh, alors, qu'est-ce qui a manqué aux gens pendant ces premiers jours? Alors ça, c'est une bonne question, il faudra que je travaille dessus. Effectivement, les fusibles, est-ce que tu as des fusibles chez toi de rechange? Bien sûr qu'on en a. Euh, alors, il y a des questions pour plus tard, quel jeu pour nos enfants, etc. Ça, ce sera des bonnes questions. Alors, il y a eu pas mal de questions sur les chemtrails. Vous voyez dans le ciel, il n'y en a pas? Mais c'est parce qu'il n'y en a jamais eu.
C'est parce que les gens confondent les contrails et les chemtrails. Sauf que les chemtrails, ça doit exister de temps en temps. Il doit y avoir de temps en temps un épandage d'un truc. Il y a sûrement eu des, euh, des exercices militaires où on a fait des tests. Mais l'idée qu'il y ait des avions spéciaux qui, toute la journée, sont en train de quadriller le ciel pour faire je ne sais quoi, ou que dans le fuel qui est super contrôlé, euh, qui est mesuré au gramme près pour un avion, on puisse mettre des produits de manière secrète, etc., et qui soient jetés dans l'air, ça me paraît complètement débile et complètement impossible. Et en plus, c'est un peu comme la Terre plate, c'est un truc, c'est pas possible. Il y a tellement de données économiques. Moi, j'ai des amis pilotes d'avion qui travaillent dans les compagnies aériennes, et ils me disent tous, c'est débile, ils savent au gramme près combien quel est le poids de l'essence qu'ils mettent dedans. Si tu rajoutes de l'aluminium dans l'essence, ça change le poids de l'essence. Les mecs ils s'en rendent compte, et puis pourquoi et qui les fabricants d'essence ils ont pas que ça à foutre. Ça va à l'encontre de toutes les règles et toute la pratique économique et tout le bon sens et tout l'empirique que l'on connaît. Alors c'est pas parce qu'il y a une vidéo bizarre sur internet où on voit un avion qui d'un coup fait partir, mais putain il vide son fuel ou autre chose. Et arrêtez de croire tout ce que vous voyez à l'internet. En fait, vous avez envie de croire au complot, vous avez envie de croire dans des trucs, et de toute façon, c'est pas moi qui vais vous convaincre. Vous allez me répondre si vous y croyez. Non, t'as rien compris. Regarde cette vidéo, il t'envoie une vidéo de 4 heures. Non, non, ça n'a pas existé. Et quand bien même, si tu fais le total de tout le fuel, de tous les avions, de tout ce qui pourrait transporter, comme ils rajouteraient des machins, des bonbonnes, des trucs, des fûts pour bazarder des machins. Tu prends tous les avions du monde, sur tous les trucs, machin, tu calcules le nombre de trucs, pour arriver à une gouttelette par mètre carré, tu n'y arrives pas. Par mètre carré de surface, tu n'y arrives pas. Il faudrait des quantités immensément supérieures d'avions, de vols et de bidules chimiques bazardés pour que tu puisses avoir une couverture raisonnable de la surface qui est utilisée par les avions, et je parle de la surface de terre émergée, pas les océans évidemment. Mais vous vous rendez pas compte, un avion c'est minuscule hein, par rapport à la surface de la planète, et même la planète émergée par rapport au pays. Donc, non, en fait, c'est parce que à l'époque, il y avait moins d'avions et il n'y avait pas ces lignes, il y en avait moins. Mais aujourd'hui, comme il y a plus d'avions, surtout en Europe où il y a beaucoup de. Ben, vous en voyez plus, et ça, oui, ça vous donne l'impression qu'il y a un quadrillage, parce qu'il y a effectivement un quadrillage des routes. Et il y a des jours où on voit rien, parce que les températures et les altitudes sont que, et l'humidité qu'il y a dans l'air font qu'il n'y en a pas. Et c'est un phénomène très connu, le contrail. C'est depuis que les avions vont dans des niveaux, à des niveaux de haute altitude, à partir de 8000, 9000, 10 000 mètres, on sait genre, la chaleur des moteurs fait ça. Pas tout le temps, mais souvent. Et, et avec les nuages, ça peut prendre parfois des heures pour disparaître. Et comme il y a 40 ans, il y avait moins d'avions, et qu'aujourd'hui il y en a beaucoup plus, vous avez l'impression qu'il y en a plus. Parce qu'il y en a plus, mais c'est pas des trucs chimiques, c'est de la condensation, c'est un phénomène normal. Donc forcément, il y en a plus parce qu'il n'y en a jamais eu. Et puis surtout, maintenant, il n'y a plus de contrail. Bref, de toute façon, vous n'allez pas me croire parce que vous êtes convaincu et puis c'est tout. Alors, après, il y a des questions que j'ai déjà répondu en fait dans la question sur comment est-ce qu'on va utiliser cette crise pour mettre en place des dictatures. Peut-être, disons que la tentation est là. Et voilà, il va y avoir également là, je suis en train de traduire une question d'italien en fait dans ma tête. Euh, Comment est-ce qu'on peut, je résume, c'est comment est-ce qu'on peut survivre financièrement. Bah, tu diversifies un peu en or. D'abord, c'est ta santé, ensuite tes compétences, tes connaissances, tes outils. Euh, T'as un petit peu en or, un petit peu peut-être en cybermonnaie, un petit peu en action, un petit peu en obligation, puis aussi ton lieu de vie. Donc, ça dépend de combien d'argent tu as. Si tu as 1000 balles, bah, fais de la formation et des outils. Si tu as 10 000 balles, tu commences à prendre des pièces d'or. Si tu as 100 000 balles, tu commences à ouvrir un petit truc avec. Bon, c'est pas beaucoup, mais voilà, peut-être que tu investis plutôt dans l'immobilier, tu payes tes dettes, etc. Si tu as 1 million, tu commences à diversifier avec un petit peu en bourse, un petit peu plus de pièces d'or, et puis tu montes en puissance. Mais ça dépend. Voilà, celui qui a 1 milliard, celui qui a 1 milliard d'euros, il fait quoi?
il va pas se payer 1 milliard de formation. Donc ça dépend, hein, mais en gros, tu dois diversifier tes compétences et tes moyens, etc. Euh, alors, une question de Tony, mais je vais la faire à part celle-là. Dans une des vidéos après le virus, c'est sur les éventuelles carences et qu'est-ce qu'on changerait dans la préparation au vu de cet exercice qu'a été ce confinement et cette crise. Alors, quels sont les signaux faibles? Bah, par définition, c'est difficile de les définir à l'avance, mais, il faut surveiller les pannes maintenant et il faut surveiller les émeutes aujourd'hui. Je pense que s'il n'y a pas beaucoup de pannes et que les gens restent disciplinés, ça va. Et surtout, si le confinement s'arrête à bientôt, disons à la fin du mois d'avril, en tout cas demain, nous sommes le 13, demain le 14 avril, les magasins commencent à réouvrir en Italie. Donc progressivement, l'Italie sort du confinement. Donc ça veut dire que dans un mois, la Suisse, la France, plus ou moins, vont sortir du confinement. Je crois que l'Autriche est aussi en train de relâcher la chose, le Danemark, etc. On verra bien. Mais il faut suivre les pannes, il faut suivre les émeutes. Parce que les pannes et les émeutes, ça peut partir dans tous les sens. À la fin du confinement, ne penses-tu pas qu'il y aura de nouveau une hausse des cas? Oui, il y en aura à nouveau, mais seulement on va... Là, idéalement, il faudrait avoir des masques maintenant, pour que justement, une fois la fin du confinement, ben, les gens ne le chopent pas aussi facilement. Alors, on parle de plus en plus d'essayer de confiner les personnes âgées, de continuer pendant un certain temps, de demander aux personnes âgées de rester chez elles. Nous verrons bien. Mais oui, il y aura des deuxièmes vagues, peut-être des troisièmes vagues, et ainsi de suite. On verra. Devons-nous organiser... Ah oui, je me souviens de cette question. Devons-nous organiser en gros le mouvement survivaliste en organisation par site, machin? En fait, faites ce que vous voulez. Il y a déjà des réseaux, des machins, tout ça. Moi, mon boulot, c'est pas d'être gourou, c'est pas de monter une secte, c'est pas de monter une religion, c'est pas de grouper des gens. Déjà, je fais beaucoup et je préfère la distance et de temps en temps une conférence qu'on fera de moins en moins de toute façon. Mais non, je suis pas très chaud pour l'organisation parce qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, en fait, on nous tolère parce qu'on fait chier personne. On, on se prépare dans notre coin, on consomme, on achète de la bouffe, on achète du matos, donc on est plutôt positif pour l'économie, bien qu'on prépare notre autonomie. Et en cas de crise, bah on est prêt, donc on fout pas le bordel, on n'est pas en train de piller les magasins, nous on est prêt, on a ce qu'il faut. Mais un jour, parce qu'on sait se défendre, peut-être qu'on sera considéré comme un ennemi, comme un problème pour l'État. Ils ont essayé de mettre ça à un moment, il y a 2 3 ans, ils ont essayé de montrer qu'il y avait des gens de ultra droite, machin, qui étaient survivalistes. Ils ont essayé avec moi, mais ça marche pas. Alors ça marche pour m'ostraciser, oui, mais en fait, l'État ne nous voit pas vraiment comme des ennemis pour l'instant, mais peut-être qu'un jour ça change, donc il vaut mieux pas être organisé. Il y a un excellent livre qui s'appelle The Starfish and the Spiderweb. Je l'ai pas ici, je l'ai à la montagne, qui en français peut-être donnerait l'étoile de mer et la toile d'araignée. Mais en gros, c'est de dire que toute organisation de guérilla, en fait, elle doit être comme une étoile de mer et comme une toile d'araignée. C'est-à-dire, elle doit avoir des connexions mais elle doit pouvoir se régénérer, comme une étoile de mer qui se régénère et des connexions comme une toile d'araignée. Et en fait, pour se régénérer, il faut avoir une idéologie simple, par exemple le Coran, et tu peux buter la moitié des musulmans du monde, il y a l'autre moitié qui connaît le Coran par cœur et il redémarre. C'est comme ça. Et donc, le terrorisme musulman existera toujours, parce que dans l'islam, il y a la conquête, puis c'est tout. La conquête contre les mécréants, et il y a aussi l'autodestruction parce que l'islam ne crée rien, il détruit. Et donc, il est capable de conquérir, mais il est capable de gérer, mais il ne sait pas créer. Il ne peut que parasiter quelque chose qu'il a conquis. Et bah, c'est dans les gènes des Bédouins. Je veux dire, c'est comme c'est des Bédouins qui ont inventé l'islam. Alors, c'est des Bédouins d'Arabie et des Hébreux. Mais enfin, voilà, c'est parasitage. Donc bon, bref, pas me faire des ennemis encore plus,
Donc il te faut une idéologie qui est que les gens voilà, remettent en place. Et donc tu peux te couper des têtes, ça repousse toujours. C'est un truc d'étoile de mer. Il aurait pu parler de l'hydre, mais voilà. Et l'étoile et la- je suis fatigué ce soir. Le, le- le- le truc d'araignée, là, la toile d'araignée, pas l'étoile de mer, la toile d'araignée, c'est que tu as un réseau qui part dans tous les sens et que tu peux connecter très facilement. Donc ça, oui, pourquoi pas, faisons-le, mais il ne faut pas une structure avec des chefs, des sergents, des sous-chefs. Non, je crois pas. Faites ce que vous voulez, hein. Euh, Communauté survivaliste, etc. Moi, je suis déjà très content de pouvoir vous parler à vous et pas à tout le monde, parce que le tout le monde, ça commence à me gonfler. Donc voilà. Je doute que même après la fin du confinement, le survivalisme explose, les gens vont retourner vers leurs occupations mercantiles, ils vont choisir la facilité, vous verrez. C'est possible, c'est possible. Si comme je pense, ça va pas se planter et que ça va reprendre pour un temps, pour un petit moment, euh, c'est, ça va pas exploser effectivement. Alors, et voilà, là j'ai fait toutes les questions. Ça tombe bien, je suis super fatigué ce soir. Longue journée. Bref, je vous remercie surtout de votre fidélité ici sur Patreon. C'est quand même beaucoup plus agréable cette manière de dialoguer et puis de répondre aux messages et sans avoir les trolls et tout ça. Ok. Bref, je vais me coucher et à bientôt.